La société israélienne considère que ça y est, que c'est plus possible. On ne peut pas se permettre de perdre autant de soldats pour ce type d'opération, en sachant qu'en face, vous avez des organisations terroristes qui n'ont pas les mêmes valeurs et qui n'accordent pas la même valeur à la vie de leurs combattants. Myriam Shermer, Myriam, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Alors on se réveille avec un coup de massue ce matin avec l'annonce de la mort de 4 soldats israéliens. Jacques Neria nous disait à l'instant que effectivement le projet c'était de repousser le Hezbollah vers le nord et que peut-être que l'armée de l'air israélienne qui est très occupée en Iran va peut-être aussi on va dire déléguer quelques avions ou quelques hélicoptères d'attaque pour neutraliser on va dire ces nids terroristes qui existent toujours et qui sont extrêmement dangereux donc au sud Liban. Quelle est votre appréciation vous de la situation? On le sait, vous n'êtes pas une experte sécuritaire, vous êtes plus une experte politique, mais en tout cas, vous êtes une observatrice avisée de la situation. Qu'est-ce que vous ressentez ce matin? Je voudrais déjà transmettre mes condoléances, évidemment, aux familles de Ben, Maxime et Noam, et bien entendu de la 4e famille dont on ne connaît pas encore le nom. Je vais vous dire, effectivement, vous avez dit, je ne suis pas experte sécuritaire, je ne peux pas vous parler du nombre d'avions, mais je peux vous parler de sociologie. C'est-à-dire que je sais qu'à l'intérieur du Likoud, notamment le député Amit Halevi, critique beaucoup l'attitude, les postulats de départ du chef d'état-major Eyal Zamir, en disant que en réalité, la génération qui est au pouvoir aujourd'hui au sein de l'armée, qui tient les commandes, n'a pas vraiment changé en réalité vraiment de disquette ou de logiciel, comme on dit en français, pardon, depuis le 7 octobre. C'est-à-dire que bien sûr, on a beaucoup parlé du changement politique, mais que l'armée ne change pas de tactique et qu'effectivement, on continue de mettre en première ligne nos propres soldats, plutôt que de bombarder par les airs et plutôt que de faire un minimum de pertes au sein de nos troupes. Et c'est quelque chose qui est critiqué au sein du Likoud, et j'ai entendu de la bouche du député un certain pessimisme en fait sur le positionnement idéologique de cette génération de généraux et sur la façon de faire la guerre, préoccupés davantage par des normes occidentales que par sauver coûte que coûte la vie de ces jeunes. Alors, vous voulez dire qu'aujourd'hui même, actuellement même, par exemple, les brigades d'infanterie qui sont actuellement au sud Liban, elles sont un peu freinées, même peut-être par, on va dire l'échelon judiciaire au sein de l'armée qui dit faites attention, ça on peut le faire, ça on peut pas faire, cette cible on peut tirer, cette cible on peut pas tirer, c'est-à-dire qu'il y a une forme de retenue plutôt, alors qu'on avait quand même le sentiment, et depuis le lendemain du 7 octobre, que l'armée israélienne avait tiré les leçons et qu'elle était beaucoup plus dans une dimension d'offensive, une dimension de prendre l'initiative et ne pas attendre d'essuyer des coups. Oui, mais en réalité, ce sont deux choses différentes. Sans rentrer dans les détails de qui retient qui, parce que ça, encore une fois, vous demanderez aux experts, l'idée étant, et c'était déjà la critique qui était faite l'été dernier lors de l'opération Char de Guidon 2 dans la bande de Gaza, qui était une opération très délicate politiquement parlant, Daniel, puisque Israël avait subi une vague de critiques et de condamnations internationales, mais qui était destinée à mettre la pression ultime sur le Hamas en vue de finalement la signature d'un accord qui était positif pour Israël, d'accord? Mais nous avons perdu beaucoup de soldats cet été-là dans la bande de Gaza. Et en réalité, il s'agit du même positionnement, c'est-à-dire de faire rentrer, comme vous l'avez dit vous-même, l'infanterie directement dans des nids dans des poudrières à terroristes. Et c'est une vision, si vous voulez, qui est aujourd'hui très critiquée, encore une fois, au sein de certains députés du Likoud. Donc, je peux simplement vous parler de sociologie, c'est-à-dire que la société israélienne considère que ça y est, que c'est plus possible. On ne peut pas se permettre de perdre autant de soldats pour ce type d'opération, en sachant qu'en face, vous avez des organisations terroristes qui n'ont pas les mêmes valeurs et qui n'accordent pas la même valeur à la vie de leurs combattants. Donc forcément, vous avez une asymétrie dont les Israéliens ont assez. Ne veulent plus payer le prix, puisque, vous savez, on va parler de politique dans un instant, mais j'y pensais hier, alors que à la Knesset est passée la loi sur la peine capitale. Oui.
avec la vague de protestations venue d'Europe. Le problème, c'est que les Européens, aujourd'hui, ils ont perdu toute possibilité d'influencer l'État d'Israël, puisque les Européens critiquent tout, que ce soit des problèmes administratifs face au patriarche latin, en passant par le moindre micro-détail, tout est scruté, analysé et finalement critiqué. Donc, en réalité, les Israéliens, en tant que société, ont tendance aujourd'hui à accorder beaucoup moins d'importance à ce type de critiques et à faire la sourde oreille. Et je pense qu'on va voir ce type de changement, y compris jusqu'aux commandes de Tsahal, mais ça prend du temps et pour l'instant, effectivement, la société israélienne en paye le prix. Et alors, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien, même si il y a eu des combats très durs au lendemain du 7 octobre, lorsque le front du Hezbollah a été ouvert. On se souvient, jusqu'au cessez-le-feu de novembre 2024, il y a eu des combats très durs au Liban. Maintenant, le sentiment, dites-moi si je me trompe, le sentiment, est-ce qu'on pourrait se retrouver dans la situation qui était celle de l'État d'Israël? Vous parlez du plan sociologique. Jusqu'en mai 2000, au moment où Ehud Barak, alors Premier ministre, décide de procéder à une évacuation ultra rapide et un petit peu humiliante de l'armée israélienne, à la suite sous la pression de l'opinion publique, de ce fameux mouvement des quatre mères qui à l'époque avait protesté, relayé par les médias israéliens. Vous pensez qu'on peut se retrouver aujourd'hui encore dans ce genre de situation, en dépit des changements qui sont intervenus, même dans la perspective? Alors, c'est toujours très difficile à prédire, Daniel, parce que il faudra voir dans 20 ans, d'accord? Le mouvement des quatre mers, il est arrivé au début des années 2000, après plus de 20 ans de présence israélienne dans le sud Liban. Donc, on verra dans 20 ans où se trouve la société israélienne, et il est évident que toutes les sociétés occidentales, en tout cas, en temps de paix ou en temps de sécurité relative, puisqu'en Israël, on parle quand même souvent uniquement de sécurité relative, ont tendance à se radoucir, à vouloir... c'est bien pour ça que l'expression s'endormir sur ses lauriers existe. C'est quoi? C'est les lauriers de la victoire et sur lesquels on finit par s'endormir. Donc c'est toujours cette question de comment réagit une société quand le danger immédiat s'est éloigné. Pour l'instant, on n'en est absolument pas là dans la société israélienne. Le danger est très présent, que ce soit dans la mémoire de nous tous depuis le 7 octobre ou tout simplement au quotidien pour les habitants du Nord qui sont absolument pilonnés par le Hezbollah qui signe son arrêt de mort en faisant ça, mais on avait bien compris que c'était l'objectif. Donc je ne crois pas du tout qu'on assistera à une telle position de la société israélienne dans les années à venir en tout cas. Et puis encore une fois, oui, on assiste à un changement majeur, mais qui a lieu aussi, qui est en phase avec l'époque. C'est-à-dire que dans les années 90-2000, il y a eu... C'était la suite de la signature des accords de paix avec l'Égypte et avec la Jordanie, et avec une croyance massive, un optimisme massif au sein de la société israélienne, comme quoi la paix avec les Palestiniens était possible. On n'est plus du tout aujourd'hui dans cette ambiance-là, que ce soit au niveau national et que ce soit au niveau international, avec l'ensemble des démocraties qui sont aux prises avec le terrorisme. Donc on n'en est pas là. Mais vous êtes d'accord avec moi que par exemple, si on redescend dans la hiérarchie militaire à l'échelon, on va dire, des colonels, des chefs de brigade, des chefs de bataillon, eh bien, et même si on va jusqu'aux soldats, eh bien, l'immense majorité des soldats qui sont actuellement au Liban disent que qu'ils sont très conscients de leur mission et qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour garantir la sécurité au moins des habitants du nord d'Israël. Oui, alors le problème bien sûr, mais le problème quand vous dites une phrase comme ça, c'est que vous enlevez quelque chose aux héros d'Israël qui ont fait les guerres précédentes. Je pense qu'il y avait la même forme de détermination pendant les 6 jours et pendant la guerre de Kippour, vous voyez. Donc on n'en est pas là. Pas le même ennemi, pas le même ennemi. Pas le même ennemi déjà, on n'était pas face à des organisations terroristes, en tout cas avant d'arriver au Liban dans les années 80, mais globalement parlant, effectivement, la société israélienne a changé, encore une fois, sous la pression du réel, sous la pression de 30 ans de terrorisme, sous la pression de un islamisme qui gangrène le Proche-Orient, qui n'existait pas de cette façon-là quand les Israéliens créent leur État. Ils ont beaucoup de difficultés, ils sont face au panarabisme, mais ils ne sont pas face au pan-islamisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec ses conceptions absolument barbares. Voilà, c'est des ennemis le comprend différents. bien. Et donc, la société israélienne évolue en conséquence. Alors, on va parler un petit peu politique, c'était le but de notre entretien à l'origine, mais c'est important aussi de parler de la société israélienne. Politique, on a vu le gouvernement israélien voter le budget de l'État assez facilement.
Et on voit que finalement, Benyamin Netanyahou, après le 7 octobre, près de 3 ans, 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi après le 7 octobre, il va arriver jusqu'au bout de son mandat. Il va y avoir des élections probablement aux alentours du mois d'octobre. Et alors, comment vous expliquez d'une certaine manière cette situation, ce paradoxe? Est-ce que c'est en fait essentiellement un échec de l'opposition, ou alors c'est surtout le talent de politicien chevronné de Benyamin Netanyahou? Bah, les deux, mon général. C'est une opposition qui est franchement pas très efficace. Il y a qu'à voir l'exercice qui est le sale coup, hein, si je traduis en français, qui leur a été fait dans la nuit du vote du budget, où on a fait rentrer à l'intérieur de leurs amendements quelque chose que voulait faire passer la coalition, à savoir les fameux 800 millions de budget Oui. supplémentaire accordé au yeshivot. Et ça, les députés de l'opposition le votent sans s'en rendre compte qu'ils sont en train de voter ça. Alors on sait tous que la loi du budget, c'est très long, c'est des centaines et des milliers d'amendements, c'est très technique, c'est très pénible. Mais enfin, Yair Lapid, s'il n'est pas capable de faire lire à ses députés, parce que c'est quand même, il reste encore le chef de l'opposition aujourd'hui, s'il n'est pas capable de faire lire à ses députés ce qu'ils sont en train de voter, c'est-à-dire qu'une fois dans l'année, ils ont vraiment la possibilité de mettre, peut-être pas en échec, mais du moins en difficulté le gouvernement, et même ça, ils ne le font pas, ils se sont couverts de ridicule, excusez-moi. Mais bon, effectivement, il s'agit d'une opposition alors, c'est intéressant parce que Yair Lapid lui-même relevait quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, trois des chefs de l'opposition ne sont pas eux-mêmes à la Knesset. J'ai nommé Naftali Bennett, j'ai nommé Gadi Eisenkot et j'ai nommé Yair Golan, qui ne sont pas députés aujourd'hui. D'accord? Donc, ils ne sont pas présents au sein de la Knesset. Celui qui mène le combat parlementaire, c'est Yair Lapid, avec toujours ses 24 mandats qu'il a obtenus la dernière fois. Et il ne fait pas du très bon travail. Il est évident, et on ne cesse de répéter, que si Netanyahou lui-même était chef de l'opposition après le 7 octobre, il aurait trouvé le moyen de faire tomber le gouvernement depuis bien longtemps, c'est une évidence. Une fois qu'on a dit ça, Netanyahou est dans une situation particulière aussi, puisque 3/4 de son, voire plus, presque l'entièreté de son mandat ont été passés en guerre, ce qui change quand même beaucoup de choses du point de vue des données, c'est-à-dire que les Israéliens oui, veulent voter, mais sont moins avides peut-être d'une campagne électorale qu'en temps habituel, vu la dure réalité de leur quotidien. Donc il y a aussi ça. Et puis, après, une fois qu'on a dit ça, moi je pense que le fait que Netanyahou fasse passer son budget, c'est pas tellement la surprise en soi, on le savait, que c'était préparé Oui. depuis des mois. C'est plutôt le fait, cette volonté de la part du Likoud, voilà, comme ça chacun en prendra pour son grade, Daniel, la volonté de la part du Likoud de jusqu'au bout faire des cadeaux aux partis orthodoxes sous la forme de ces budgets votés, alors que c'est profondément impopulaire au sein de la droite, hein, au sein des électeurs du Likoud et au sein des électeurs du sionisme religieux, qui sont les familles qui sont en première ligne aujourd'hui, qui sont les familles qui se battent, qui sont profondément déçues par l'incapacité du Likoud de se retourner contre les partenaires de coalition ultra-orthodoxe et de leur dire, mes chers amis, notre alliance a fait long feu et aujourd'hui nous vous demandons de faire la part des choses et d'accepter l'effort national. Et ce n'est pas le cas. Et nous, c'est ajouter l'insulte à la blessure que de faire passer ces fonds, alors qu'ils vont être certainement bloqués par la Cour suprême. Et après, on va se retourner dans les éternels débats sur la place et le rôle des juristes. Mais au final, cette volonté de faire des cadeaux, elle nous montre quoi? Elle nous montre que Netanyahou, non seulement continue d'aller jusqu'à la fin de son mandat, ça on le savait déjà, mais en plus bichonne les futurs alliés. C'est-à-dire qu'il se rend bien compte qu'il siégera avec eux éventuellement plus tard, dans une future coalition ou dans un gouvernement d'intérim. Oui, eh bien, on l'a bien compris, on est obligé d'interrompre cet entretien pour la revue de la presse et des médias israéliens à 8h30 très précise. Merci beaucoup Myriam d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée, on vous souhaite une bonne fête de Pessah également. Merci. Merci Daniel.